C'est bon. C'est bon. Tu veux des messages personnels Et sonner, on a arrêté. Non, comment c'est bon, tu as C'est pas grave, c'est pas grave. الزول في الاول كان الزول في الاول كي غادي تابعنا كي سري قسطا امتان سي لي ريزو سوسيو اساكي نوال غورون يمكن ان المسلايد بروفيسور مجيد بوتمر في تراوسان le titre de la conférence, c'est la physique au service de la médecine. Les accointants sont interdisciplinaires, c'est-à-dire que peut ramener la physique à la médecine et vice-versa. C'est les phrases communicantes. Pour vous rappeler, professeur Majid Boutmel, professeur des universités à l'université de Savoie-Mont-Blanc, et les chercheurs au CERN, ils travaillent sur l'instrumentation de l'atome au service de la lutte contre le cancer. Si je dis des bêtises, tu peux toujours m'arrêter. Et ce qu'on appelle la androthérapie. Pour commencer, ma première question, professeur, vous voulez dire quelque chose avant que je commence à vous? كيفاش ندينا غير نمشي خاطر ندينا غير نمشي للقبايلي الزوج لا كنت زوج الاولاني الكليه فنمشي كيصرف انا نمليل غاس من نمليل كان كاسلا صرعوا كاين ترجيتي يري الوالد هاد السلمه كان عادي غاس بعد السلم بني هو فرحه سيدي نشوف يسون غاس كان غاس مصرا ترجيتي تمشي ديما غادي هكا الوغ كيسمح لنا نقول لك شوف قالت مي صحيح دوله الى قد ظهر الصروميت ساين في كاون ذيروميان ظهر هاد المسليه الصروميت هاد الشفهم هذا شو خدمه الصروميت زعما ما تقسيم ما تكتب ندير نتفهم الصروميت نتفهم الصروميت. Oui, c'est que comme on a une assistance un peu mélangée, il y a des Français et des Kabyles, il y a même un Chaoui à qui on dit Soufi Sek. Vers la fin, on va faire une petite synthèse, un petit résumé de ce qu'on a, de ce qu'on sera en train de parler. On va commencer par, c'est quoi la androthérapie? Zahir, en fait, je vais répondre en français, on dit la hadrothérapie. Oui, c'est ça. Hadrothérapie. Oui, c'est ça. Le mot hadron, c'est un mot fort ou lourd. Oui. On en a parlé tout à l'heure autour de la table qui était là-bas, d'un scanner CT. Ça veut dire on utilise des rayons X pour soit soigner une tumeur, soit pour faire l'imagerie, parce qu'ils ont un pouvoir de pénétration, de traverser des masses, des corps. Et on peut faire donc soit de l'imagerie, soit maintenant, donc, on peut faire de ce qu'on appelle la radiothérapie classique. Hadron-thérapie, au lieu d'utiliser des rayons X qui sont en fait comme c'est des ondes, c'est des quantités d'énergie qui voyagent, et ces quantités d'énergie, quand elles s'arrêtent, elles disparaissent. Ça veut dire que c'est des quantités d'énergie qui ne peuvent pas s'arrêter, qui n'ont pas de masse en quelque sorte. On les appelle des photons, les rayons X. On a généralisé. On veut utiliser d'autres types de rayonnement nucléaire, donc on utilise des particules lourdes. Donc au lieu d'utiliser un mec, c'est comme si je souffle, c'est je fais une onde de pression, c'est comme une onde, l'équivalent d'une onde électromagnétique sur quelque chose pour le soigner, sans que quoi qu'il y a des particules dans le souffle, et c'est maintenant de changer le souffle, quand je tire sur ma cible, en tirant directement avec des projectiles qui sont lourds. Voilà, c'est comme si la différence entre l'hadrothérapie et la radiothérapie classique,
C'est un peu comme si je mettais une petite onde sur une surface d'eau, on voit des ondes passer, ça c'est la radiothérapie classique, et si, pour essayer d'énerver ou d'exciter une grenouille qui stationnait un peu plus loin de ma position, ou si je donnais directement un coup de chevrotine très précis sur la grenouille. Là c'est des particules massives, là je suis sûr de la tuer et de la toucher. Donc je vais essayer de réexpliquer ça tout à l'heure avec... Donc c'est généralisation de l'utilisation des projectiles lourds pour soigner des cancers. Parce que tes travaux au CERN portent sur l'instrumentation de l'atome au service de la lutte contre le cancer. C'est-à-dire, mais l'instrumentation, déjà le mot utilisé, l'instrumentation au lieu de l'instrumentalisation. En fait, la différence entre les deux, c'est que il y a d'abord une partie théorique qu'il faut comprendre, basée principalement sur la mécanique quantique et la physique des particules, qui est un peu plus haute énergie que la physique nucléaire classique, énergétique. Ouais. L'instrumentation, c'est concrétiser, faire un instrument qui peut quantifier, mesurer. Un instrument, je peux instrumenter, faire des instruments qui me donnent le projectile qui va aller. Donc je sais le calibre du projectile, sa masse, sa vitesse. Je sais exactement où est-ce qu'il va frapper. Je sais exactement où est-ce qu'il va s'arrêter. Et je sais à l'avance les dégâts qu'il va faire sur le projectile. Tout ça est mesuré d'une manière, bien sûr avec une certaine incertitude, avec une certaine précision, mais l'instrument lui-même mesure tout ça d'une manière très très fiable, au point où aujourd'hui, le mot qu'on a étudié, hadronthérapie, on a changé de langage. J'ai fait des conférences sur ça il y a 5-6 ans, peut-être même un peu plus, quand c'était tout neuf, où on avait dit qu'on essayait de résoudre uniquement les problèmes des tumeurs cancéreuses non opérables, comme les tumeurs du cerveau par exemple. On pouvait les extraire parce qu'en fait on ne savait rien faire d'autre. La personne, on faisait des soins palliatifs, donc on sait qu'il va mourir dans 6 mois, on l'aide pour ne pas souffrir du tout parce qu'on ne sait pas. Il n'y a aucun chirurgien qui accepte d'ouvrir sa boîte crânienne et de toucher à ses méninges, en quelque sorte. Et là, on a commencé à traiter des gens uniquement pour les tumeurs non opérables du cerveau. Et je vais vous dire aujourd'hui, je vais le dire tout à l'heure si tu me reposes la question réelle, dans certains pays européens, notamment l'Italie, très voisine de là où j'habite, de la Haute-Savoie et du CERN d'ailleurs, l'Allemagne, pas très loin aussi, à Heidelberg, et à Munich aussi, pas mal d'autres grandes villes. Aujourd'hui, c'est généralisé. L'hadronthérapie, on l'utilise même pour pratiquement tous les types de cancers aujourd'hui. Cancer du rein, cancer du poumon, cancer du sein, etc. Elle a une efficacité terrible. C'est des personnes qui sont soignées avec une probabilité de guérison qui dépasse 90%. Et les 10% qui restent, c'est quoi les complications qui puissent survenir? Les complications qui puissent intervenir, généralement, ils sont principalement dues au mauvais diagnostic, ce qui veut dire qu'on cible une certaine tumeur qui est située dans un endroit et on n'a pas vu que ça a déjà démarré ailleurs. Donc on va essayer de détruire cette tumeur et en fait l'autre va démarrer d'une manière beaucoup plus rapide que celle qu'on a détruite. Parce qu'en fait il y a un système un peu compliqué, ça ressemble à de la mécanique quantique, il y a un système un peu compliqué. Les cellules cancéreuses, quand on les agresse et qu'on ne les tue pas, elles deviennent très malines. Elles comprennent ce que tu veux leur faire. Donc elles vont déménager, puisqu'on fait l'hadronthérapie, elles savent si elles restent sur place, elles vont recevoir la dose. Donc elles vont s'éparpiller, elles vont déménager, elles vont essaimer pour aller ailleurs. Se cacher ailleurs. Voilà, donc les 10% qui restent, c'est notamment les cancers de la peau qui sont très très faciles à essaimer, à se mettre un peu partout. C'est d'ailleurs le cancer de la peau. Même si on le soigne par rayon X ou par des fois même de la chirurgie ou même maintenant avec hadronthérapie, c'est des cancers malheureusement à très faible probabilité de guérison. Ça a l'air de rien, les roulis, qui habite la peau, et c'est le plus mortel des cancers.
aujourd'hui, on parle du cancer parce que ça devient un vrai fléau, surtout en Kabylie. Il n'y a pas une semaine où on entend une quête, une solidarité, un appel à la solidarité avec quelqu'un qui est malade de cette... on va parler un petit peu statistique si on peut rentrer dans... Je sais que tu t'occupes des malades qui viennent d'Algérie ou de Kabylie que vous recevez ici pour les soins. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas une aussi grande proportion de cancéreux. Quels sont quels sont les facteurs qui ont favorisé la propagation aussi exponentielle du cancer en Kabylie? En fait, cette question, elle est un peu... elle contient en elle-même ce qu'on appelle une imprécision, une incertitude, qui va donc s'être amplifiée si je te suis dans la question pour te répondre. Je vais tout simplement te dire, je vais parler de Kabylie. Il y a beaucoup de gens en Kabylie qui sont, quand ils meurent, on n'a pas pu diagnostiquer pourquoi il est mort, donc il est fatigué, il déprime un peu, et puis 2-3 jours, 2-3 mois, puis certains 1 an. Puis quand on demande pourquoi il est mort, la réponse c'est il est mort, c'est la mort de Dieu. Donc à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic, on ne cherche pas à comprendre pourquoi cette personne, il était malade, il avait mal à la dent, elle est morte. Alors qu'en fait, la dent, c'est juste un problème secondaire. Il avait déjà un cancer des poumons, un cancer des reins qui le ravageait. Aujourd'hui, ça n'existe pas de mort de Dieu ou de chimiothérapie. Quand on passe le corps devant l'expertise, soit légale, quand on doute de... Voilà, mais sinon on cherche, on trouve toujours qu'il y a une raison. Voilà. Et généralement, beaucoup de ces raisons sont liées au cancer. Même dans l'ancien temps. Donc beaucoup de ces raisons, avant on disait c'était la mort normale. La mort naturelle, qu'on peut traduire, une mot c'est Dieu qui l'a tué. Exactement. Aujourd'hui, si on a une certitude, c'est que si Dieu existe, il n'est pas assassin. Si Dieu existe, il n'est pas assassin, mais si Dieu existe, premièrement, il n'est pas assassin. Deuxièmement, il nous a quand même donné des moyens. La preuve, la moyenne d'âge augmente beaucoup. On vit maintenant jusqu'à 80, 90, même un siècle sans problème. Ici, je parle d'ici en France. On lutte. On part dans l'hypothèse que Dieu existe. Donc, il a fait un système cellulaire qui dégénère, qui fatigue, un peu comme les moteurs. Nous, on joue à notre manière à Dieu en créant des véhicules avec des moteurs et on voit qu'il y a l'usure et le moteur s'use et puis à la fin. Mais si on persiste comme les Cubains à réparer les vieilles américaines, ça roule toujours jusqu'à maintenant, des années 50. Donc là, le corps, on peut l'entretenir aujourd'hui. On a les moyens d'entretenir, de vivre encore plus longtemps. Donc on a les moyens de rectifier cette petite... On a les moyens ici, pas... En principe, on devrait les avoir partout où il y a des humains, mais bon, c'est réparti d'une manière pas uniforme sur le globe. Et malheureusement, il y a pas mal de facteurs qui rentrent. Donc, si tu veux parler d'Algérie, par exemple, la santé en Algérie, c'est principalement des bulletins d'information. On fait de la santé juste pour faire de la publicité pour un ministre ou un système de santé. Je suis désolé de parler, d'ailleurs je les regarde dans les yeux. La chimiothérapie, c'est une autre méthode, c'est une méthode médicale pour traiter les cancers qui donne d'assez bons résultats. N'est pas aussi concrète, aussi précise que la hadrothérapie, puisque c'est quand même, il y a pas mal de séparation entre les deux. La chimiothérapie, quand on la pratique en Algérie, il faut savoir que il faut être strict avec le protocole. Donc il y a des cellules cancéreuses qui sont malades. Quand on commence à les attaquer, si la prescription qu'il faut faire, prendre une prise de médicaments tous les 3 jours, il faut
précisément tous les 3 jours. Tous les ingrédients du cocktail de la chimiothérapie doivent être présents. On ne peut pas prendre la responsabilité de dire il manque cette molécule, c'est pas grave, ou revenez dans un mois. Quand vous commencez une chimiothérapie et qu'elle est mal faite, elle est mal suivie, vous ratez une séance, c'est définitif, les soins palliatifs par la suite, c'est le départ vers la tombe. C'est pratiquement à 100% de cas. Donc, les traitements par chimiothérapie, certains qui existent aujourd'hui, je parle aussi de l'Algérie, bien entendu, c'est des traitements expéditifs. Donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas, quand on ne peut pas assurer un traitement par chimiothérapie, on ne peut pas assurer le produit qu'il y a derrière, il vaut mieux pas le faire du tout. La chimio, si on commence à attaquer, on attaque d'abord, on espère attaquer les cellules cancéreuses, parce qu'elles sont dévoreuses d'énergie, on leur donne une molécule spécifique pour les tuer, mais on tue les autres molécules, donc on fatigue encore plus la personne. Et si on ne peut pas assurer, les cellules cancéreuses, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles apprennent le produit avec lequel vous les avez attaquées, elles deviennent encore très virulentes, elles vont se déplacer, donc elles vont vous expédier votre patient. Si vous ratez ne serait-ce qu'une seule séance, au moins elles vont vous l'expédier vers la tombe en un temps et dans un état très grave, très dégénératif. Je veux dire, les 3 derniers mois de la vie, c'est avec une qualité de vie complètement médiocre. C'est catastrophique. Je parle méchamment, je suis vraiment désolé, mais c'est... Est-ce que ces technologies-là sur lesquelles tu travailles, est-ce qu'elles sont facilement transposables en Kabylie? En fait, j'étais, avant de parler de la Kabylie, j'étais en Algérie, ça tu le sais, tu connais l'histoire, avec le projet qu'on avait en France. D'ailleurs, le projet en France, il s'appelle Projet L'Étoile. Maintenant, il est réalisé avec un autre nom qui s'appelle Asclepios en Basse-Normandie. J'ai été le proposer pour dire, voilà, en Algérie, on peut faire un centre d'adrenthérapie avec un accélérateur de particules. On peut, avec les Algériens, des scientifiques algériens, bien sûr en collaboration avec des scientifiques européens, on peut faire même une université pour le rayonnement, la physique nucléaire, les instruments précis. On aura même des Européens qui vont aller faire des stages et étudier là-bas, rien qu'avec ce centre. Et en fait, pour une somme modeste, qui est à la portée de l'Algérie, qui était de 240 millions d'euros à l'époque. Donc, c'est pas à l'époque, c'est pas très loin. Et j'ai discuté avec même le chef du protocole médical le défunt président Abdelaziz Bouteflika. Je parle de professeur Zetouni. J'ai été reçu à Alger, j'ai été même reçu par des gens, des scientifiques de l'armée. J'étais même convoqué comme un bourricot par Diwali, juste pour montrer aux autres que voilà, vous parlez de celui-là, il est venu... pour les selfies. Voilà, pour les selfies ou pour prendre un thé, ou le truc. Donc, mais en fait, c'était pas du tout ça pour le contact. Et j'ai été même reçu par des ministres délégués à l'agriculture, c'est pas vrai, le vrai ministre de l'agriculture, et je voulais que je lui parle du rayonnement, parce qu'on a dit à un ministre quand même, quand on vous envoie première classe, billet d'avion, j'ai première classe, billet d'avion, en direct sur Alger, vous inquiétez pas. Je vais, il n'y a aucun scientifique, et je vais discuter avec des délégué ministre de l'Agriculture, je ne sais pas. Il m'a même parlé, il y avait un ministre qui m'avait parlé pourquoi les chardonnerets, c'est ma première ministre, ont disparu dans certains coins. Il dit parce qu'on les a tous mis dans des cages. Mais c'est des trucs complètement insensés. Je dis ça pour rigoler, mais c'est aussi la vérité, malheureusement. Alors on a décidé de créer, en fait, je suis parti à Marseille, d'ailleurs avec des amis kabyles et kabylistes. Ils ont dit pourquoi on ne le fait pas à Marseille. On fait un autre centre à Marseille et on veut faire un centre. On fait un centre à Marseille et on veut faire un centre qui est accessible aux Kabyles. Donc c'est un centre franco-kabyle à Marseille. L'idée était partie comme ça. C'est toujours dans les tuyaux. Entre-temps,
il y a quand même, on a quand même une espèce de petite association d'anonymes. C'est pratiquement que des scientifiques de Kabylie, donc spécifiquement de Kabylie. C'est pas parce que on a choisi que ce soit des Kabylies, mais parce que c'est eux qui ont voulu. Et comme le hasard fait, c'est 100% Kabylie. Il n'y a aucune question de séparatisme, ni de racisme, ni de qui que ce soit. Donc si un Chaoui ou un Constantinois veut venir rentrer dans l'association pour essayer, ne serait-ce que pour les jeunes, d'aider les jeunes qui ont des cancers fulgurants, pour les transporter en Europe et essayer de les guérir, c'est de trouver les moyens. Donc, nous, on trouve les moyens. On sait que si on transfère ce jeune, il y a les moyens de le faire guérir. Il y a d'autres groupes, des associations de village, la famille et autres, qui aident aussi à soulager la facture. Il faut quand même savoir, il faut un minimum de 30 000 € pour avoir une séance volontaire. Mais ça guérit. On a déjà sorti des jeunes de 17 ans, 18 ans, des jeunes de 20 ans qui, généralement, les médecins ont guéri des gens à travers ce canal, et ces gens-là sont encore étudiants ici en France, ils sont restés. Parce qu'avec l'argent que leur village a ramassé pour les faire guérir, ils ont resté pour les inscrire à l'université ici. On fait d'une pierre du coup. Et on l'a fait, puis il y a ce canal-là qui marche. Et en attendant, donc, cette idée de faire quelque chose à Marseille, en connexion avec la Kabylie, des réseaux, j'allais dire, c'est pas du mécénat, mais c'est du shahihoui, je ne sais pas comment le traduire, mais ça reste légal. Donc ça sera un. Il est intraduisible. Voilà, donc ça sera légal, même en Algérie, indépendamment des lois du gouvernement algérien. On ne les attaquera pas, on ne sera pas contre ces lois, puisqu'on va faire que de la thérapie. On va essayer de faire des transferts technologiques aussi. On interdit à personne de participer, de contribuer, encore moins d'en bénéficier. Donc c'est complètement ouvert. Et voilà. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Maintenant, comme on s'adresse au public, est-ce qu'il y a des choses pour prévenir ces maladies qui sont très lourdes quand on les contracte? Non, en fait, quand on les contracte, c'est trop tard. Il y a ce qu'on appelle, quand on a des symptômes et puis il y a des analyses médicales, on sait que le patient a un cancer, et ce cancer, on connaît sa dangerosité, on le classe, etc. Il y a des spécialistes qui orientent. Ça commence donc à Tizi Ouzou, il y a même, je connais 2-3 personnes qui savent aussi orienter. On dit, ben voilà, est-ce que vous connaissez par l'intermédiaire de Majid Boutmer, on va l'envoyer les données. Voilà. On va les envoyer en France. Nous, on paye ici en France, il y a des petits comités de professeurs des hôpitaux qui se réunissent, des spécialistes en oncologie, donc en cancer, qui se réunissent, on paye leur facture, qui n'est pas très grosse, donc 300-400 €, qui regardent et qui orientent, qui disent si cette personne vient, on va l'orienter à Marseille ou à Lyon ou à Paris. Donc ils disent voilà, il y a ce protocole, ça a déjà marché, donc on vous le propose si vous voulez. Et pour la prévention en elle-même? Pour la prévention en elle-même, là, c'est avant la maladie. Donc là, ça dépend de quel type de maladie. Si on regarde les maladies qu'on a en Algérie, les maladies qui sont mortelles, les plus mortelles pour les hommes, c'est le cancer de la peau. Il y a le cancer du tube digestif qui est aussi soignable aujourd'hui. Je parle pour les hommes, d'accord, qui est aussi soignable. Et puis viennent des cancers normaux qui sont des cancers type de VIH, prostate, je parle toujours des hommes, le côlon, ça c'est les hommes et les femmes, etc. C'est l'usure en quelque sorte. Hein. La prévention, c'est, ils la connaissent très bien en Algérie, encore plus en Kabylie. Donc pour les cancers digestifs, il y a certaines choses qu'on sait à l'avance qui contribuent beaucoup. Donc on croit que les tabacs attaquent que les poumons, mais en fait, le tabac attaque systématiquement le système digestif en entier. Le tabac, l'alcool et plein d'autres. Pardon? Ça fait partie du tabac, oui. La chic, principalement en Kabylie aussi.
Donc la chic et l'attaque qui est l'attaque, c'est la même chose. Hein. Ces choses-là, donc il faudra essayer de les comprendre, de les réduire. Il y a des facteurs aggravants, comme par exemple l'alcoolisme. L'alcool lui-même amplifie toutes les raisons d'attraper un cancer. Donc des fois, on a juste un grain de beauté, si on le gratte et qu'on est alcoolique, il peut devenir un cancer de la peau, dégénératif. Jesus. Ça, c'est toutes les limonades, tout ce qui est sucré, tout ce qui est préparé il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas trop en exagérer. Donc il faudra en prendre par dose limitée. Donc il y a d'autres choses, on ne peut pas vraiment les empêcher. Il y a les raisons, l'agression de l'environnement, donc l'agression chimique. Parce que vous êtes obligé de travailler dans une usine, donc ça c'est... vous êtes obligé de travailler, vous allez travailler. Donc on vous dit qu'il ne faut pas exposer votre corps à une température qui dépasse 35 degrés avec un plein soleil en Algérie, et puis le patron vous envoie sur le chantier, vous allez y aller. Les questions de l'environnement, c'est des problèmes plus sociaux que... normalement, c'est dans une société, si vous allez en Suisse, la prévention pour le travail, c'est quasiment impossible de vous casser un orteil, parce qu'en fait, si vous faites ce travail, on va vous obliger à mettre des chaussures appropriées pour... c'est tout calculé d'avance. Si vous faites ce travail, on va vous dire, bah, écoutez, là on ne peut pas contrôler la température, ça va dépasser 28 degrés dans le bureau des secrétaires. À ce moment-là, si ça dépasse 28 degrés pendant plus d'une heure, vous êtes autorisé à rentrer chez vous. Donc là, c'est la société qui protège contre tout ça. Donc on est encore très très loin. Ça existe en Suisse, en Allemagne, un peu en France aussi. En France, on vient même dans les bureaux pour savoir où on est assis. On peut avoir une déformation, mal au dos ou des choses comme ça. Ça, c'est encore très loin d'être applicable en Algérie pour les systèmes de prévention. Donc, on travaille, on subit, et bien sûr, on paye. On paye pour sa santé. Est-ce que le cancer est héréditaire? Certains types de cancers, à peu près un tiers, est héréditaire. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, tous les cancers héréditaires, beaucoup de cancers héréditaires, pas tous les cancers héréditaires, on peut déjà commencer à essayer de voir donc si la personne va développer ce cancer ou pas. On regarde, donc on déclare le cancer du sein par exemple, une grande partie chez la femme est héréditaire. Donc s'il y a des antécédents dans la famille, il y a une femme qui a eu un cancer du sein, on va surveiller les descendantes. On leur dit, ben, dès le premier accouchement, on va vous faire une palpation une fois par an. Ça coûte vraiment rien une palpation. Il y a des experts qui savent faire une palpation du MERE. C'est ni radio ni quoi que ce soit. Et on sait, on peut même faire des analyses pour voir quel est le risque que l'on court. Encore mieux, c'est pour ça que j'ai dit que votre question est très intéressante, pour certains cancers, par exemple pour le cancer du système reproductif chez la femme, aujourd'hui il y a des vaccins. Donc on vaccine des jeunes filles à l'âge de 13-14 ans. Quand il y a un risque qu'elle attrape un certain type de cancer, des organes de reproduction par exemple, on la vaccine. D'ailleurs, il y a une campagne qui a été lancée en France, il n'y a même pas un mois, même tout en Europe, pour vacciner toutes les filles contre un certain type de cancer, qu'on sait que, c'est les garçons aussi, c'est une maladie très répandue sur la planète, très répandue en Kabylie, tout le monde l'a ici dans cette salle. On l'appelle l'herpès. De temps en temps, on a des boutons douloureux sur les lèvres, etc. Voilà. En fait, quand on a l'herpès, on a une grande probabilité de choper un cancer parce qu'on a, c'est un virus en fait, parce qu'on a ce virus. Pardon? Il se transmet de la maman au bébé, il se transmet aussi de l'homme, voilà, des contacts, contact intime aussi, ça se transmet direct avec ça. Après, c'est deux herpès différents aussi. Ouais. Donc là, il y a un vaccin on vaccine les enfants un peu comme le BCG dans notre âge. Là, vous avez tous, peut-être ici les Algériens, vous avez tous
Avant de vous donner la parole, s'il y a des questions, on va finir sur l'avenir. En 88, professeur, vous avez soutenu une thèse sur, comment ça s'appelle déjà, l'étude des résonances pi 0 état. Je ne sais pas ce que c'est. Je dessine. Et vous avez dirigé 4 doctorats sur différents Dans domaines. les doctorants, j'en ai 26 maintenant. 26. En Allemagne, mon sœur. Oui. Et quels sont vos projets pour l'avenir? J'essaie de faire un transfert, en fait, transfert de la physique, des connaissances en physique, pour aider dans le médical. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ma vocation initiale. Ma vocation, ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est un peu de la physique fondamentale. C'est essayer de comprendre d'où on vient, pourquoi on est là et où est-ce qu'on va, en gros. Donc là, je travaille sur des questions fondamentales comme c'est quoi le temps, c'est quoi l'espace, est-ce qu'on peut se passer du temps, est-ce qu'on peut tordre l'espace. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de choses et des fois que ça vous empêche de dormir sans être fatigué. C'est génial. Est-ce que le temps existe? En fait, le temps, on peut s'en passer. On peut s'en passer parce qu'en fait, ça s'appelle, comme diraient les Allemands, c'est une variable d'utilité. Si je prends, supposons, il n'y a rien, il n'y a que cette bouteille d'eau et ce verre d'eau dans lequel j'ai renversé l'eau qui est là-dedans. Donc ici, ils ont des positions relatives stables. Okay? S'il n'y a que ces deux-là, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas la lumière qui va chauffer les molécules d'eau, il n'y a pas les vibrations de la voiture qui passe qui va faire vibrer ça. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir le temps entre eux. D'accord? Ce qui se passe maintenant, c'est que si je déforme l'espace, pour déformer l'espace d'une manière simple, je vais changer la position de l'un par rapport à l'autre. Là, j'ai changé sa position. Parce que nous, on est des spectateurs. On dit on a changé sa position. Mais en fait, on peut aussi dire la chose suivante. On peut aussi dire que si celui-là qui a regardé, c'est pas celui-là que j'ai changé sa position, c'est que celui-là, il va dire l'espace est déformé, du coup, je vois celui-là maintenant un peu sur ma gauche au lieu sur ma droite. Au lieu de il y a même, maintenant, si on définit qu'avant c'était un instant T1, là après c'est l'instant T2, si je sais exactement revenir en arrière, je reviens à l'instant, le temps ça devient une autoroute dans les deux sens, vers l'avant, vers l'arrière. On peut rajeunir. Bien sûr, si on remet tout, si je prends tes protons, tous tes protons, supposons que à ta date de naissance, tu vas naître, Zahir, 4,2 kg, je connais tous tes protons, tes neutrons et les électrons qu'il y a autour. Et après, bien sûr, maintenant tu as grandi. Si je ramène tous ces protons, uniquement ces protons-là, je les remets exactement à leur position initiale, un par un, et les neutrons, les électrons qui tournent. Théoriquement, je refais un Zahir de 9 mois qui vient de naître, exactement comme tu étais avant. Le problème, c'est que le nombre de protons et de neutrons qui constituent ton corps est très 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 grand. Ça prendra beaucoup de temps pour beaucoup d'essais, on dit, beaucoup de manipulations spatiales pour te rendre comme tu étais avant. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui essaient de travailler à une échelle simple, donc à l'échelle des particules élémentaires, pour remettre... Mais si ce que tu dis est vrai, le temps n'existe pas. Oui. Tu ne crois pas que tu vas avoir un problème avec la CGT? Comment on va être payé notre 35 heures? Oui. Même les 64 ans avec M. Macron, d'ailleurs, ça va poser le temps. Parce que 64 ans, c'est quand même du temps. Voilà. Oui. En fait, une année, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la Terre qui change de position par rapport au Soleil qui fait un tour. On l'appelle une année. C'est une année lunaire. Non, c'est juste une année. C'est la définition. La Terre elle fait un tour. Quand elle fait un tour complet du Soleil, on l'appelle un an. Il se trouve qu'elle ne fait pas toujours exactement le même tour, donc ça change légèrement. Mais en fait, là, c'est juste le changement de la position. Si rien ne s'est passé, il n'y a rien qui vient du cosmos,
il n'y a rien qui s'est évaporé de la Terre, et le flux de lumière qui vient du Soleil pour taper sur la Terre qui est là, si je commence à le renvoyer, et je fais le tour inverse, et je refais tout. Lui, il reçoit elle reçoit de la lumière, je lui renvoie la lumière que j'ai en. Je fais le chemin, je reviens jusque là, à ce moment-là, c'est réversible. Je reviendrai en 2022. C'est-à-dire que l'espace, au lieu qu'il y ait l'expansion, il y aurait le rétrécissement. Je remets l'espace comme il était avant. Donc je prends un mouchoir comme ça, voilà, je le déforme. Il est comme ça, mais si je le remets, je sais exactement le remettre comme il était avant. Bon, pour toi, donc il n'y a rien qui s'est passé pour lui. Tu as eu un flash vers le futur et tu es revenu, c'est tout. Tu vas avoir un problème avec Einstein. Il y a une nouvelle théorie qu'on a vue aujourd'hui, en fait le Soleil qui voyage. Parce qu'avant on a eu l'idée que l'espace c'est le Soleil au milieu, et les autres planètes qui orbitent autour du Soleil, et c'est juste stable. Aujourd'hui, on a vu qu'en fait, il est en train de voyager d'une manière. En fait, c'est comme un poisson dans l'espace, en fait. Il entraîne tout avec. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce qui se passe, c'est qu'on a le Soleil, il est très petit. C'est une étoile qui est très petite. La Terre, c'est encore très petit. La Terre qui tourne autour. Notre Soleil est très petit. Il y a des soleils un peu plus loin, d'autres étoiles un peu plus loin, qui sont des fois jusqu'à 1000 fois, 10 000 fois plus grosses que le Soleil. Donc c'est un peu de manger tout le système planétaire. Il y a même d'autres objets qui ne rayonnent pas, c'est un LZF, qui ne donnent pas de lumière, qu'on appelle des trous noirs, qui peuvent être jusqu'à 1 million de fois plus lourds que le Soleil. C'est ce qu'il y a au centre de notre galaxie. Alors ce qui se passe dans notre galaxie, c'est qu'il y a un trou noir tout petit, un grand trou noir géant, Zaylia. Il était une étoile, il s'est effondré sur elle-même, elle est devenue petite, mais très grosse. Tout ce qui venait à côté, il tombe là-bas. Je vous rappelle comment on déforme l'espace, c'est ça. Ça c'est, hein? Même la lumière. Donc ça c'est l'espace, c'est une nappe. Si quelque chose de très très dense, il va déformer l'espace. Donc les choses qui sont ici vont tomber là-dedans. Plus ça tombe, plus c'est lourd, plus l'espace est déformé. On appelle ça un trou noir, d'accord? Et après, il y a des gens qui, il y a des étoiles qui tournent comme ça autour ici. Quand je dis qu'il y a quelque chose, c'est un tout petit peu, il va tomber encore dedans. Donc on va supposer que, aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de trous noirs dans notre galaxie, la Voie lactée, mais il y a quand même un très gros trou noir. Il y a à peu près 100 milliards d'étoiles, en moyenne toutes plus grosses que le Soleil, qui tournent autour de ce trou noir. Ça tourne. Et la galaxie elle-même, elle est située dans un amas galactique qui contient à peu près 100 milliards de galaxies, comme la nôtre. Rappelez-vous, dans chaque galaxie, à peu près 100 millions d'étoiles. Et notre galaxie, donc elle tourne, ces éléments tournent autour de son centre, qui est un gros trou noir, et l'amas galactique lui-même tourne et voyage. Donc l'espace, en fait, se délate, et les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est pas parce qu'elle a une vitesse. C'est rien, c'est comme si on prend un ballon et je le gonfle. Je prends 2 points sur le ballon quand je commence à gonfler le ballon. Là, les deux points sont là. Maintenant, si je gonfle encore plus fort, l'espace, le ballon va devenir plus gros. Les 2 points qui étaient là, ils n'ont pas bougé, mais la distance entre eux a augmenté. Vous comprenez? Donc le ballon, c'est... Le ballon, c'est notre univers, il gonfle, on a remarqué qu'il est en train de gonfler, et les galaxies, bien sûr, elles bougent, elles ont une certaine énergie cinétique, ils s'éloignent les unes aux autres, mais même si elles ne bougeaient pas, elles s'éloignent constamment les unes aux autres. Et aujourd'hui, le grand puzzle qu'on a, c'est que quand on a regardé, c'est venu de Hubble, et aujourd'hui on est même sûr, parce qu'on a des instruments pour regarder, on voit que, on croyait que le Big Bang, quand il a créé l'univers, les choses les plus rapides, donc l'espace, quand je gonfle le ballon, la chose la plus rapide, c'est passé au début. L'inflation.
Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est dit, ben, normalement, l'espace qui gonfle, le ballon qui gonfle, ça finit par ralentir. Et quand on a regardé, ces dernières décennies, on s'est vu que Hubble avait raison, c'était, en fait, il ne ralentit pas, il accélère. Ça explose, non? Non, justement, ce qui veut dire que si on continue à ce rythme, il va y avoir un moment où on n'aura même pas le temps de voir les autres galaxies. Elles sont tellement loin. Il faut savoir que je vois quelque chose. Quand je vois quelque chose, il faut que la lumière ait le temps d'arriver de cette chose jusqu'à moi. Maintenant, les galaxies sont tellement loin qu'il y aura, même la lumière n'aura pas le temps de m'atteindre, quelle que soit ma durée de vie. Donc en gros, on sera ce qu'on appelle des solitons. On sera complètement isolé. Et bien sûr, si on revient à l'échelle élémentaire, donc si je reviens à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'humain, l'humain il sera séparé, ses protons et neutrons seront séparés, à l'intérieur du proton et neutron, les quarks et les gluons seront séparés, et tout le monde va errer tout seul, sans jamais se rencontrer dans le futur. Sauf s'il y a encore quelque chose qu'on ne connaît pas, donc il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va faire en sorte que ça va redémarrer. Ça va rappeler tout ce monde-là pour se réunir de nouveau et refaire un autre univers peut-être. Donc, on a des questions. Juste sur ça. Est-ce qu'on peut dire qu'une lumière qui nous arrive maintenant, on pourrait dire que l'étoile qui l'a émise, elle a déjà explosé? Beaucoup d'étoiles. Exactement. Beaucoup d'étoiles qu'on voit aujourd'hui. Il faut savoir, par exemple, que si on prendra notre étoile, qui est la plus proche, le Soleil. Bah, il fait un peu tard, mais si, en plein jour, si le Soleil explose, ou il s'éteint, on le saura uniquement avec 8 minutes de retard. Parce que la lumière fait 8 minutes avant d'arriver. Maintenant, il y a d'autres étoiles qui sont à une année-lumière. On est sûr qu'il y a une année, elle existe. Peut-être qu'elle n'existe plus. Il faut donner, si elle a explosé, la lumière de l'explosion, il faut attendre une année pour qu'elle arrive. Donc là, quand on parle des étoiles qui sont à 1 milliard d'années-lumière, là, on les voit quand il y avait 1 milliard d'années en arrière dans le passé. On ne sait même pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Des étoiles filantes? Non, des étoiles filantes, ça c'est juste de la poussière sur notre planète. Ça, c'est même pas des étoiles. En fait, il y a des poussières très fines, et quand elles rentrent dans notre atmosphère avec une grande vitesse, elle émet de la lumière et on la voit. Mais en fait, on traverse certaines zones dans l'espace, il y a plein de poussières résiduelles qui traînent, et avec notre atmosphère, ça fait. L'étoile filante, qui se خارج. نحس فيك انا سمعت قاعد يثري سمعت طولي وثري كيف نقرا نحس فيك انا تصبغ مخلص كيك اربح ما نمشيش بخارج لا اللي بالنظام ها يسعى اسم قبيلي تسول راي مثلا دي كيف Majid, il voulait poser J'ai deux questions qui ont toujours suscité ma curiosité quotidienne. La première, c'est là, quand je vais faire un scanner, une IRM, tout ça, je ne comprends rien. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une IRM et un scanner? La deuxième question, c'est quand je regarde la télé, j'adore les films de science-fiction, et à chaque fois, voilà, quand quelqu'un part dans l'espace et revient, on dit, on le montre et il retrouve plus le même temps sur la Terre. Lui, il revient jeune, mais il trouve sur Terre des vieux. Oui. Bon, l'histoire de la planète des singes, tout ça, on connaissait un peu de trucs. Et je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Alors on revient au scanner et à l'IRM. Ouais. Donc le scanner et l'IRM, c'est des instruments, des méthodes avec des instruments pour faire de l'imagerie
médicale et de l'imagerie médicale de volume, ça veut dire en 3 dimensions. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Le scanner lui-même, c'est qu'on envoie des particules, des ondes électromagnétiques en fait, des rayons X on les appelle, qui ont le pouvoir de traverser la matière. La matière les arrête selon sa densité. Plus la matière est dense, plus elles sont arrêtées. Moins la matière est dense, moins elles sont arrêtées. Donc j'envoie la lumière par là, enfin les ondes électromagnétiques par là, je mets une caméra ici, c'est une caméra spéciale. Et selon les densités, donc là j'ai du verre ici, j'ai de l'eau, la densité, la quantité des ondes qui ont été absorbées va varier. Et si je fais ça maintenant en tournant autour de l'objet, donc j'envoie de la lumière par là, je regarde là, j'envoie de la lumière par là, je regarde, je fais un tour entier, en regardant les ondes qui sont absorbées, je peux reconstituer le volume, les densités de volume, donc je peux voir en 3D complètement l'image, avec une très grande précision. Je peux voir des objets qui ne devaient pas être là, donc des grosseurs, des trucs, donc on peut après voir que là, ça ne doit pas être là, ça a enflé, il y a une tumeur, il y a un cancer, etc. Mais c'est invasif. J'en ai parlé avec le monsieur derrière vous tout à l'heure, puisque là, on a un rayonnement ionisant, on met quand même une certaine dose à l'intérieur du patient. Donc il ne faut pas trop en exagérer. On fait uniquement si c'est nécessaire. Sinon, on peut déclencher rien que par cette méthode. On veut voir, on peut déclencher un cancer alors qu'il n'y avait pas de cancer. Donc, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, pour la mammographie, il y a certaines femmes qui avaient le germe, ça veut dire la possibilité de développer le cancer, mais elles ne l'ont pas encore. Mais quand on a testé avec des appareils à rayons X justement, avec le scanner pour voir si elles ont un cancer, c'est ça qui a déclenché le cancer. Donc ça c'est voilà. Et puis l'IRM, non, c'est la résonance magnétique avec du magnétisme. Mais là normalement c'est moins invasif. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne touche pratiquement à rien. Ce qui se passe, c'est que c'est les protons, l'atome d'hydrogène, la molécule d'eau, il y a un gros atome, c'est l'oxygène. Il y a 2 atomes les plus légers qui existent sur la planète, c'est les atomes d'hydrogène. C'est pour ça qu'on l'appelle H2O. L'atome d'hydrogène, il y a un grand proton au milieu, qui a une charge électrique positive, et un électron qui tourne autour. Les protons, en fait, dans le corps d'un humain, si je prends que cette molécule, on a déjà au moins 65% que des molécules d'H2O dans le corps d'un humain, ou d'un vivant quelconque d'ailleurs. On essaie, en fait, ils tournent, les protons tournent, et on essaye maintenant, avec un grand champ magnétique, on essaye de les faire tourner autour d'un axe bien spécifique, l'axe du champ magnétique qu'on met à l'extérieur. Et après, on va leur donner des petits coups. C'est des impulsions magnétiques ou électromagnétiques. Donc on l'oblige à tourner là comme ça, et puis je lui donne un petit coup, il va faire comme ça, il va revenir. Et je regarde, et ça m'informe sur les densités, ou sur la quantité de ces protons qui sont polarisés, que j'ai excités, qui sont revenus, qui existent à un endroit quelconque. Et tout ça recombiné par informatique me donne l'image en 3D. D'ailleurs là, ça donne l'image fonctionnelle. On peut voir quelqu'un réfléchir. Ça veut dire, j'ai assisté moi-même d'ailleurs à des séances, c'était en Allemagne, où on disait à quelqu'un de réfléchir, on lui faisait de l'IRM en même temps, on lui dit, maintenant vous posez un crayon sur la table. Et il pose le crayon sur la table, la manière dont il a réfléchi, donc c'est une action complètement mentale, il n'a pas de crayon, il n'a pas posé sur la table. Et on peut voir la différence entre s'il a posé le crayon sur la table comme ça, ou comme ça. On peut voir dans son activité de cerveau comment elle a pensé la chose. Est-ce qu'avec l'arrivée de la ChatGPT, ça peut aider vraiment? Avec la ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle avec En fait, là, la ChatGPT, c'est comme vous dites, il y a surtout le mot chat dedans, d'accord? Donc ça aide beaucoup à diffuser l'information. Et puis, s'il y a des gens qui sont assoiffés de savoir et qui sont intelligents, enfin, qui ont la capacité de mettre ça, c'est toujours très utile, bien sûr. Aujourd'hui, la ChatGPT, telle que je la connais, j'ai des enfants, ils ne sont plus adolescents, ils sont grands, mais c'est surtout pour faire un rapport à un ordinateur sans qu'ils
Surtout quand le gars il va à l'université, il sait que son prof n'a pas entendu parler de la ChatGPT, donc il va lui faire un rapport en autre. Par contre, il reste une question. Encore un souci. La plus importante, c'est comment rester jeune en partant de la Terre. Oui, ça c'est très. Ça s'appelle le paradoxe de Langevin, les jumeaux de Langevin. Langevin, c'est un grand physicien. Donc, quand la relativité d'Einstein est venue, Langevin a dit si je prends deux jumeaux, maintenant je propulse un à la vitesse de la lumière, voisine de la lumière qui va dans l'espace et revient. Le temps par rapport à lui, c'est le fondement même de la relativité d'Einstein, le temps se passe très différemment par rapport à Langevin. Et selon la vitesse avec laquelle il voyage et le temps avec lequel il passe, on peut se trouver à une situation où la personne part et revient, il aura passé 1 an, alors que par rapport à son frère qu'il a laissé sur Terre, son frère, lui, il aura passé 60 ans ou 70 ans. Donc quand il reviendra, il trouvera son jumeau 70 ans plus vieux que lui. C'est une question de gravité. Pardon? Là, on parlait de relativité restreinte. C'est vrai, après, quand on va à la relativité générale, ça devient la gravité. C'est la déformation de l'espace que je viens de voir tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc là, la relativité restreinte, ça vient du fait uniquement de la manière dont on voit les choses et qui regarde qui. Donc quand on voyage avec la vitesse de la lumière, pour la comprendre, il faut essayer de comprendre la coïncidence entre deux événements. Donc si vous regardez lui, vous et lui, si je les regarde, moi je suis là, et que lui il fait ça et vous faites ça, est-ce que je suis capable de dire vous avez fait ça en même temps ou pas? D'accord? Je peux le regarder visuellement. Visuellement, Zahir, s'il est là-bas, ou même s'il est derrière moi, enfin je vais supposer que Zahir est à 10 mètres derrière moi et un peu décalé, d'accord? Je vais faire comme ça, vous allez faire comme ça tous les deux. Moi je suis là au milieu, et je vais utiliser juste les capteurs, les oreilles. Je ne vais pas utiliser les yeux parce que la lumière va trop vite. Je vais toujours dire que c'est... Alors j'entends, si j'entends juste un tic, je suis là, c'est juste ma position qui compte. Si j'entends juste un tic, je dis c'est à une coïncidence. Elles ont fait ça en même temps. Sinon j'entends tic-tic. Maintenant si je mets Zahir un peu décalé là-bas, un peu plus loin, puisque la vitesse, le son ne fait que 320 mètres par seconde, moi je dirais que ça s'est produit en même temps, lui il va dire non. Parce que le son de lui va lui arriver un peu plus rapide que lui. Donc lui, il va entendre les deux clics-clics. Et pourtant, c'est les mêmes clics-clics. Donc ça dépend beaucoup d'observateurs. Et là, pour le temps, le rétrécissement du temps est exactement dû à la même chose. C'est dû à l'observateur lui-même. Et quand on voyage à des vitesses relativistes, donc des bonnes fractions de la vitesse de la lumière, tout change. Le temps change, l'espace change, etc. Et on peut se retrouver dans deux endroits différents. Même ça, c'est la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, ça, pour les choses, pour les particules élémentaires, c'est toujours vrai. Donc, tant que vous n'avez pas regardé la chose, vous ne savez pas où il est. Ah, donc, elle a toujours... par exemple, pour le champ de Schrödinger, si vous voulez. Mais c'est la mécanique quantique elle-même, elle dépasse un peu la mécanique classique. On n'a plus la notion de position. On a ce qu'on appelle la fonction d'onde, c'est la probabilité de trouver quelque chose là au moment où je vais regarder. C'est tout. Donc la chose elle-même, la position d'un électron par rapport à un atome, tel qu'il est décrit avant, ou sur une orbite, c'est complètement dépassé. L'électron lui-même, il y a des gens qui vous disent l'électron et le proton, ils ont deux charges électriques différentes. Pourquoi l'électron n'est pas tombé sur le proton? En fait, la question, c'est si on fait la mécanique quantique. Il y a beaucoup de profs jeunes qui essayent toujours d'argumenter avec les équations de Schrödinger. En fait, si on veut répondre avec la mécanique quantique, c'est que la question fondamentale est la suivante. Le proton est 2000 fois plus lourd, plus massif, donc il a beaucoup plus d'énergie que l'électron. Plus on est lourd, plus on occupe très peu d'espace. Plus on est léger, ça c'est De Broglie, plus on est léger, plus gros est l'espace qu'on occupe. Vous me suivez? Donc en fait, dans l'atome d'hydrogène, avec la physique moderne,
Le proton, il est tombé dans l'électron. Point de vue spatial. Vous suivez? Le proton lui-même, l'électron, il est énorme. Spatialement, énergétiquement, il n'est pas énorme. Vous occupez beaucoup d'espace si vous avez très peu d'énergie. Vous occupez très peu d'espace si vous avez beaucoup d'énergie. Si vous reprenez toute l'énergie qui a servi à créer cet univers, vous la mettez ensemble, vous allez vous retrouver en un point infiniment petit, un volume infiniment petit. Plus c'est gros, plus il y a d'espace, moins vous avez de l'énergie. Donc pour l'atome d'hydrogène, le paradoxe, c'est que le proton est tombé dans l'électron. Excusez-moi, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la matière négative? Parce que c'est quelque chose d'assez... Non, il n'y a pas de matière négative. Le mot négatif en physique, il y a des charges électriques positives, des charges électriques négatives, mais il y a la matière, il y a l'antimatière. L'antimatière. Oui. Donc l'antimatière, c'est une grande question. C'est qu'aujourd'hui, parce qu'on a une usine à antimatière au CERN. D'ailleurs, on avait visité avec toute une délégation de Kabylie du temps. L'usine à antimatière, normalement, quand il y avait une très grosse densité d'énergie dans un point très petit, ça veut dire une grande quantité d'énergie dans un volume très petit qui a démarré pour créer l'univers actuel, l'univers n'avait pas le choix, à cette époque-là, quand il a commencé, que de faire autant de matière que d'antimatière. Aujourd'hui, on ne voit pas d'antimatière. Tout ce qu'on voit est des fils de matière. On ne sait pas où il est passé. Il y a des théories, il y a même des mesures au CERN qui sont faites, qu'on a remarqué que certaines particules d'antimatière, juste aux premiers instants du démarrage du Big Bang, elles sont trempées d'identité. Donc on a ce qu'on appelle vraiment quelqu'un qui s'appelle Jacques qui se retrouve Jean. C'est une espèce et c'est une toute petite fraction, et cette petite fraction de particules d'antimatière qui se sont trempées d'identité, se sont retrouvées sur l'antimatière, a fait en sorte que la quantité de matière dépasse d'un facteur 1 sur 10 000 la quantité d'antimatière. Mais après, la matière et l'antimatière se sont annihilés de nouveau. Quand je mets la matière et l'antimatière en contact, ça va me donner un rayonnement électromagnétique dont on parlait tout à l'heure. Alors aujourd'hui, l'univers est rempli de rayonnement électromagnétique, mais le petit pourcent, pas 1%, 1 sur 10 000, j'avais dit tout à l'heure, de matière qui a gagné sur l'antimatière parce qu'il s'est gouré d'identité, c'est celui qui fait qu'on a la matière dans l'univers aujourd'hui. Donc on a 1 sur 10 000 de ce que c'est la matière visible qu'on voit aujourd'hui, d'accord? C'est le gain de l'antimatière. Tout le reste, c'est la rayonnement est dans un rayonnement électromagnétique dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la matière noire, c'est peut-être que une mauvaise compréhension. Mais il y a quand même des gens qui ont eu le prix Nobel pour dire qu'il y a de l'énergie noire et de la matière noire. Donc on parlait tout à l'heure de galaxies. On parlait de 100 milliards d'étoiles. Et on parlait des étoiles qui sont externes à la galaxie, comment elles tournent autour de la galaxie. Et quand on les regarde, on se dit, il y a un problème. Parce qu'elles tournent autour de la galaxie, c'est comme s'il y avait quelque chose qui les freine. C'est comme si, je l'avais expliqué une fois, c'est comme si on met un poisson dans un aquarium, et où on va faire... Pour expliquer ça, on va prendre deux joueurs qui jouent au tennis. Donc ils vont jouer au tennis, tac, tac, tac. Je vous demande de les regarder, vous comprenez les règles. Donc selon la vitesse ou l'énergie avec laquelle il frappe la balle, vous devez deviner combien de temps elle va mettre avant d'arriver sur la raquette de l'autre. On est d'accord? Maintenant, supposons que vous-même, vous avez établi les lois, comment la balle de tennis avec ces deux joueurs joue. Je vais prendre les mêmes deux joueurs. Je vais leur faire un peu de magie, des instruments qui puissent respirer dans l'eau. Je les mets dans une piscine transparente, toute propre. Vous ne voyez même pas qu'ils sont dans une piscine. Vous croyez toujours qu'ils sont dans
l'air. Et je l'ai fait jouer au tennis. Vous regardez, mais la balle, elle ne fait pas vos calculs, vous dites ma théorie, les forces, pourquoi ce que je prédis, ça fait pas, ça fonctionne pas. Alors la solution, vous dites, puisque vous n'arrivez pas à voir l'eau, très clair et tout, vous dites, ben voilà, il y a une matière noire que je vois pas. Je l'appelle noir. En français, le mot noir, c'est le mot inapproprié malheureusement. Normalement, on doit utiliser le mot sombre. Sombre, ça veut dire j'y comprends rien. Il y a comme quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas possible, c'est les règles du jeu ont changé. Moi, je vois deux joueurs, et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a l'eau de la piscine que je vois pas, de l'aquarium que je vois pas, on est d'accord, et je l'appelle matière sombre. Et cette matière noire sombre, elle a fait combien d'univers en réalité? Il y a combien d'univers? Ben, si on regarde actuellement comment c'est fait, c'est entre la matière sombre et l'énergie sombre, la matière sombre et l'énergie noire. L'énergie noire, c'est celle qui fait que l'univers accélère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a quelqu'un qui souffle encore très fort pour que ça. Ça fait 96% du tout. Ce qui veut dire que toute la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur, la médecine, l'astrophysique, tout ce qu'on voit, toutes les sciences qu'on connaît, ne représentent que grand maximum 4% de ce qu'il y a dans l'univers. 96%, on n'a absolument rien dessus. On ne sait rien. Vous me suivez? Et là, c'est, quand vous faites de la physique, vous êtes obligé de devenir modeste. Parce que vous dites, ben voilà, tout ce que j'explique ne concerne que 4% du champ public. 96%, on n'a aucune idée. La moindre petite idée vous fera faire un prix Nobel, même plus. Et on peut calculer le nombre de galaxies d'univers, on peut les voir directement maintenant. Avec avec James Webb ou Hubble, on peut. Ouais. Est-ce que le droit par rapport à la thérapie concernant les cellules cancéreuses, c'est quoi l'impact justement au niveau de la résistance? Vous savez bien que le problème des cancers, c'est la résistance. C'est la radiorésistance. Quand on fait la radiothérapie, donc Sachant une des facultés des cellules cancéreuses, c'est qu'elles échappent à l'âme. C'est une des premières facultés. Donc, ça et l'impact sur les tissus. Parce qu'en général, une tumeur, elle se retrouve souvent au milieu d'un tissu. Parce que si c'était à l'écart, c'est beaucoup plus facile avec la chirurgie. Donc, l'impact sur les tissus et surtout au niveau de la résistance. En fait, le gros du gain quand on utilise la radiothérapie, c'est qu'on fragmente l'ADN de telle sorte qu'elle ne peut pas se réparer. Avec la radiothérapie, on casse l'ADN et la cellule essaie de se réparer. Donc ça agit sur le fuseau métotique. Exactement. Donc là, la cellule arrive à se réparer, la cellule cancéreuse arrive à se réparer, et c'est même, quand on l'attaquera encore avec les rayons X, puisqu'il est arrivé à se réparer une fois, elle arrivera, elle connaît la méthode maintenant, elle va y aller. C'est peu probable, puisque justement, une des conséquences justement de la réplication cellulaire, justement, c'est l'erreur qui mène vers la cellule cancéreuse. Parce qu'il y a un défaut, justement. Exact. Ben, là, il y a le défaut, il est compensé par les cellules cancéreuses par rapport aux cellules normales. Il y a dans les chromosomes, il y a le polymère. Je ne sais pas si vous avez. Oui, c'est nouveau, c'est ce qui. Il ne diminue pas pour les cellules cancéreuses. Bah oui. Donc en gros, elles se répliquent, même avec des fautes de réplication, elles survivent. Ça fait elles viennent d'une erreur. Elles viennent, au départ, ça peut venir d'une erreur. On fait des cancers chaque jour. Exactement. Et puis, c'est juste que le fait que le corps a le dessus. Exactement. Ils sont faits qu'une cellule échappe, d'ailleurs une des facultés, elle échappe à la mort, elle s'envoie son énergie et surtout elles ont la possibilité de se greffer sur le réseau de la personne. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, la radiothérapie, c'est il n'y a aucune réparation possible. Donc on fragmente le dépôt d'énergie par micromètre, là où on attaque avec des ions de carbone. Donc quand ça rentre à l'intérieur, on ne fait pas de l'ionisation classique. Je veux dire là, je rentre, si je touche l'atome d'oxygène, il ne sera plus d'oxygène, il sera du carbone. Je fragmente l'atome directement à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de chimie possible pour réparer par la suite. Il n'y a pas de radicaux libres en chimie, si vous voulez parler de radicaux libres pour essayer de réparer, il n'y en a plus. Donc le matériel est complètement changé et la cellule est définitivement morte.
il n'y a aucun essai de réparation. Donc il y a apoptose immédiate. D'ailleurs, quand on fait de la hadrothérapie, on peut voir, même pas à 10 minutes après la séance de hadrothérapie, si on regarde là où on a frappé, on voit déjà des nécroses. C'est-à-dire on voit qu'on a vraiment explosé, comme avec une bombe atomique, localement, toutes les cellules qu'il y avait là-dedans. Ils n'ont aucun moyen de se réparer. Oui, ça, je comprends bien. Donc c'est une microchirurgie, c'est comme un nanoscalpel, dans un microscalpel qu'on fait, mais on laisse les déchets dedans, on ne retire pas. On laisse le corps évacuer. L'action est pareille à la fois parce qu'on sait qu'il y a certains, on va dire, cancers qui sont, on va dire, facilement guérissables, mais par contre, le problème, il y a des cancers, ce qu'on appelle des cancers agressifs. C'est là où le problème se pose. Pour l'hadrothérapie, ce n'est pas l'agressivité qui est le problème, c'est la répartition. Donc en fait, quand un cancer est fragmenté, un peu partout, ça devient difficile, parce qu'en fait, il faut faire beaucoup de séances et aller trouver chaque zone. C'est les thérapies ciblées. Exactement. Mais pour donc l'agressivité, si on a un cancer localisé, l'hadrothérapie, c'est très efficace. Justement, on va dire, certains, on va dire, il y a en gros quatre étapes d'un processus cancéreux. Donc, à quelle étape à peu près, bon, après, je sais que c'est différent d'un cancer à un autre, mais plus en moins, on va dire, jusque peut-être à étape 2, ça pourrait être, on va dire, c'est une thérapie qui est vraiment efficace. Avant, j'avais essayé d'expliquer qu'avant, c'était une thérapie innovante qu'on utilisait que pour des tumeurs non opérables, où on sait que les méthodes classiques, donc la chimiothérapie, la chirurgie, c'est les deux méthodes qu'on utilise. Des fois d'ailleurs on utilise les deux. On fait la chirurgie, on suit par la chimio et la radio, on fait les trois, donc c'est les techniques. Donc là, on a les trois en même temps. Je vous disais avant que l'hadrothérapie, c'était uniquement pour des cas spécifiques, parce qu'on ne voulait pas la généraliser. C'est des tumeurs, par exemple, du cerveau, de la moelle épinière, qu'on voulait cibler parce qu'on veut l'éradiquer, mais sans ouvrir, sans rien. Et là, sur le chemin de la particule qui rentre, on ne détruit quasiment rien, parce qu'on peut programmer la particule qui est le noyau de carbone de s'arrêter là où on veut exactement, pour qu'il détruise. Exactement. C'est ça qu'on ne peut pas faire avec la radiothérapie. Les rayons X, ils s'arrêtent avec une fonction exponentielle selon la densité de matière qu'ils traversent. Donc il faudra faire pas mal de choses. La hadrothérapie, donc, je vous disais que c'était pour des maladies, des cancers non opérables. Aujourd'hui, il y a des groupes en Europe, partout où il y a des centres d'hadrothérapie. Donc il y a j'allais dire des comités, des oncologues, voilà, qui disent, ben voilà, même on vient de faire l'imagerie, on a vu qu'il y a un cancer là, on ne va pas attendre qu'il y a niveau 2, niveau 3, niveau ceci. On préconise tout de suite, on lui dit, ben on va attaquer direct par l'hadrothérapie. Avant, c'est vrai qu'on attendait... On va prendre une dernière question parce que ça fait... Le monde parallèle. Merci, professeur, ces informations précieuses. Merci au confrère Zahel Bourkifa qui a organisé la conférence débat. Je ne sais pas si vous partagez le même avis. J'ai l'impression qu'on a plus de cancers aujourd'hui qu'avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et si c'est le cas, pourquoi? Y a-t-il une raison à ça? Oui, en fait, il y a un grand facteur qui est dû à ce que j'ai déjà essayé d'expliquer tout à l'heure, probablement j'ai mal expliqué. Il y a plus de cancers aujourd'hui parce qu'on a plus de moyens de les regarder. Donc de les détecter et de les voir. Donc si je vous parle d'avant 1990, toutes les femmes kabyles qui mouraient parce qu'elles avaient mal au sein, et c'était un cancer de sein, et c'était pas comptabilisé comme cancer de sein. Donc aujourd'hui, on a quand même, surtout dans des pays où l'imagerie est accessible, je parle principalement des pays européens ou même de l'Amérique du Nord, je pense qu'on n'a pas plus de cancers, mais on a plus de moyens de savoir que c'est un cancer. Si, je pense. Pardon? Je pense qu'il devrait y avoir, parce que l'environnement, dans un cancer, il y a plusieurs environnements. Une partie liée à la génétique, une partie liée à l'environnement. Si vous avez entièrement raison. Il y a un autre facteur qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que c'est pas vraiment l'alimentation. Le grand facteur,
le grand facteur, c'est aussi la longueur, l'allongement de la durée de vie. Donc, si on prend des populations où les gens meurent à 45 ans d'âge moyen, c'est très différent. Donc, ils n'ont pas eu le temps de... Les cancers, comme vous avez dit, les accidents qui arrivent et qu'on répare tous les jours, plus vous vivez lentement, plus vous avez la probabilité que ces accidents arrivent. Mais les cancers sont différents. Si vous prenez l'exemple du cancer du sein, vous prenez par exemple les Japonaises. Maintenant, ça change un petit peu. Il fut un temps, les Japonaises, ils ne connaissent pas de cancer du sein. Vous prenez la même Japonaise, on va dire une cousine, une sœur, qui a grandi aux États-Unis, dans notre environnement. Eh ben, elle a la même fréquence, celle qui a grandi aux États-Unis, a la même fréquence du cancer du sein qu'une américaine plutôt qu'une japonaise. Donc il y a forcément un impact environnemental lié bien sûr à l'alimentation, aux conditions de vie, tout ça, le stress, ça agrandit. Le cancer, c'est jamais une raison génétique, 100%. Après, il y a des cancers qui ont des fréquences plus ou moins importantes au niveau génétique, mais il y a souvent une partie, on va dire, environnementale. Et ça, c'est un fait, oui. C'est pour ça que, par exemple, moi je pense, ce que je vois comme, enfin, vous avez commencé tout à l'heure, on parlait plus, on va dire, des quêtes pour soigner. Donc, des fois, moi je pense c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est pas uniquement, parce que les gens ils pensent que c'est uniquement une question de sous. C'est pas uniquement une question de sous, parce qu'il y a beaucoup, je pense, de sensibilisation. S'il y a de la prévention, comme il a expliqué, la prévention. C'est vrai que ça ne coûte rien mais en termes de temps, ça coûte, bien évidemment. Parce que on en fait des erreurs et on les paye. Un cancer. Parce que nous, les gens, un cancer, c'est quelqu'un qui part, je ne sais pas, du jour au lendemain, ils me disent, hier, il n'avait rien. Il n'y a jamais de cancer qui se déclare. Aujourd'hui, et la personne pas. La moyenne des cancers les plus courts, c'est 10 ans. C'est le cancer colorectal, c'est 10 ans, ça c'est la moyenne. Il y a des cancers jusqu'à 40 ans. L'exposition au cancer du poumon, ça prend jusqu'à 40 ans. Et la personne, elle commence à avoir des soucis maintenant, elle découvre à 40 ans. Après. C'est-à-dire, si je peux résumer, c'est que il n'y a pas moins de cancers avant, c'est juste qu'on n'avait pas de radio pour les détecter. Mais il y a aussi de la population, c'est comme la mort. Maintenant, on a l'impression qu'il y a plus de morts qu'avant. Un village qui fait 200 habitants, maintenant il fait 1000 habitants. S'il y a 5 avant, maintenant ça fait. C'est une question de proportionnel. En fait, c'est pas vous qui a mal répondu, parce que j'avais compris ça, mais c'est moi qui a mal posé la question. Moi, je voulais savoir, est-ce que la fréquence des cancers pas un lien avec l'évolution humaine? Parce qu'avant, on mangeait bio, donc il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'industrie, ni d'industrie. Oui, là vous avez. Par exemple. Là, vous avez complètement raison. On parle des agents extérieurs, donc de l'environnement en quelque sorte. Mais certains cancers, certaines fréquences de cancer ont beaucoup augmenté. Si on regarde, c'est moi qui vous remercie. Donc certains cancers aujourd'hui qui sont liés, vous vouliez parler de bio, des pesticides, des insecticides, tout ce que vous voulez qu'on mette là-dedans. On les a identifiés clairement que c'est des agents qui augmentent très fortement la probabilité de développer un cancer. On essaie de les interdire ou pas. D'ailleurs, même des pays aussi puissants que les pays européens, sur certains produits, ils disent ben, on va quand même. Vous avez entendu parler du problème de la betterave rouge cette année. On sait qu'on ne peut pas. Ou le chlordécone, c'est plus encore. Voilà. On sait que ça produit tant de cancers, mais on sait que si on ne traite pas contre cette maladie de la betterave rouge, on n'aura pas de suite. Au prix qu'on a aujourd'hui. Donc je vous pose deux questions, neutralement, qui ne concernent pas le même sujet, pour rester dans le même sujet. En fait, là, vous touchez à un domaine qui me concerne relativement aussi, qui m'a concerné antérieur. Voilà. Donc, pour avoir participé à des campagnes de dépistage précoce de cancer du sein notamment, on a remarqué ça, c'est une expérience qu'on a relevée nous-mêmes. Moi, j'avais pris part à ces campagnes en communiquant les membres d'une association qui, je ne me cite pas pour ne pas lui faire de la publicité, qui aide aux personnes atteintes de cancer. Donc on a remarqué par exemple en Algérie que dans les grandes villes,
les métropoles, là où il y a davantage d'urbanisation, il y a plus de cancers que sont les régions rurales. Par exemple, on a remarqué que dans la région de Kabylie, où les gens vivent près de la nature, il y a plus de verdure. Par exemple, on l'a remarqué c'est un travail de longue haleine, on a remarqué que là où les gens vivent, là où il y a plus de verdure, même par rapport au sud, par exemple, en Kabylie, il y a moins de cancers de sein qu'à Biskra, par exemple, qu'à Alger, qu'à Oumeldes. Par quel. C'est-à-dire, comment vous expliquez cette tendance plutôt baissière là où je peux parler que des éléments d'environnement, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, franchement, en Algérie, je connais rien. Je connais la Kabylie. Le jour où je suis sorti de la Kabylie, je vous garantis, je n'ai jamais mis les pieds ni à Oran, ni à Biskra, ni au désert, ni ailleurs, ni même chez les Chaouis. Pour un visa, camarade. Pardon, mais je n'ai pas le visa. Donc je ne peux pas répondre sur cette question. C'est les Kabyles, ils ont. Je ne sais même pas d'ailleurs si en Kabylie a plus de cancers. C'est une question qui est plutôt existentielle. Vous dites qu'en tant que physicien, vous avez relevé tout à l'heure qu'on est en fait que 4% de ce qui existe dans la nature. Dans l'univers. Dans l'univers. Ce que cela expliquerait que Dieu existe quelque part. En fait, l'existence, Dieu existe ou n'existe pas, n'influe en aucun cas la manière de faire les recherches et de procéder là-dessus. Donc ça ne peut pas interférer. Si vous partez sur l'hypothèse que Dieu existe, si ça vous handicape pas, vous pouvez partir là-dessus. Vous pouvez aussi partir sur l'handicap que Dieu n'existe pas. Je travaille dans un centre où il y a plus de 30 000 chercheurs et scientifiques internationaux. Il y en a qui font la prière, il y a toutes les religions, mais ça change absolument rien. Donc c'est toujours. On peut reprendre la citation de Stephen Hawking. C'est l'influence Si pas Dieu existe, il n'a rien très bénéfice qu'il en a. Oui, c'est Stephen Hawking, lui, il a un point de vue très arrêté. Il dit que Dieu n'existe pas, et s'il existe, c'est un grand. C'est un grand méchant. C'est vraiment son point de vue. Il a été expliqué au pape, au Vatican, et le pape l'a remercié. C'est vrai, le pape l'avait invité. Mais justement, c'est cette question de croyance. Est-ce que ça n'influe pas justement sur des logiques scientifiques? En fait, il y a des gens qui font. En fait, il y a des gens qui peuvent vivre un peu comme. Un peu comme, j'allais dire, des maladies, un peu comme la schizophrénie et autres, un peu des maladies psychologiques. Il y a des gens, je connais des gens qui croient, dur comme fer, que par exemple, ils font une thèse de doctorat en physique en France en plus, hein, et qui croient dur comme fer que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, parce que dans le Coran, je parle des gens, par exemple de l'islam, dans le Coran c'est écrit texto que la terre est plate. Donc il dit, on n'a pas compris quelque chose, mais il travaille quand même sur l'astrophysique et autres, avec une forme complètement sphérique de la Terre. En fait, le gars, il fait de la physique, il fait de la bonne physique, tout en croyant que quelque part la Terre est plate, et c'est nous qu'on n'a pas compris quelque chose. Vous comprenez? Donc il essaye de m'expliquer ça. Et donc moi, je suis un peu comme un psychologue aussi, j'essaie de leur exprimer peut-être qu'il y a moyen de redéfinir la géométrie, de sorte qu'à refaire, à redéfinir qu'une forme sphérique et qu'une forme plate, en quelque sorte. J'ai une question, en fait, on est sur le concert, sur les cellules. Des fois, on dit par exemple, ça dépend de l'état de la personne. Oui, si on a parlé, il a dit, Magic tout à l'heure, du stress, des choses comme ça. C'est-à-dire que des fois, les gens, c'est-à-dire du moral. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle a un bon moral, comment ça s'explique en fait, sur le dicton en fait? En fait, le moral, comme vous dites, le moral, c'est qu'on a toute une chimie dans le corps qui marche, et cette chimie est complètement déréglée quand on n'a pas le moral. Donc, par exemple, on a, rien que pour le foie, par exemple, quand on dit vous faites de la bile, des fois vous avez l'estomac qui brûle, parce que le foie, il appuie sur le cerveau, va demander aux muscles d'appuyer sur la vésicule biliaire, de vider la bile dans votre estomac, dans le duodénum pour être précis, alors qu'il n'y a rien. Donc en fait, vous avez des brûlures du système digestif sans aucune raison, qui sont complètement, c'est une chimie qui se déclenche, voilà.
Vous pouvez avoir des ulcères, c'est le moindre mal, des gastrites, des moindres mal. Vous pouvez même avoir directement un cancer du tube digestif, rien que par... Est-ce que ça soigne une question qui va avec, est-ce que ça soigne certaines maladies dépressives, par exemple? En fait, il y a des molécules pour, si on sait vraiment les raisons de la dépression, on peut faire produire certaines molécules dans le cerveau ou les injecter directement pour essayer de réduire la dépression. Et en fait, quand on a un dérèglement dans le cerveau, ce dérèglement dans le cerveau peut vraiment dérégler pas mal de choses. Et ces choses-là, c'est des organes qui fonctionnent avec des signaux chimiques et des produits chimiques, donc ils peuvent se faire des dégâts. Avec la radio? Pardon? Avec les radios, avec des rayons? Non, sans rien. On parle pas du médicaments qui sont... Oui, sans rien. On peut avoir un état psychique qui peut même induire dans l'estomac une autodigestion des muqueuses de l'estomac, propre estomac. On peut avoir un état psychique qui fait en sorte que on a tellement de bile qui va dans le duodénum ou qui peut remonter même des fois jusqu'au milieu de l'estomac. Et on se retrouve dans une situation comme si on est quelqu'un qui vient de jeûner pendant... pas jeûner. Voilà, on grève de la faim pendant 20 jours. Il y a des gens, on aura détecté des symptômes d'autodigestion comme s'il avait fait une grève de la faim pendant 40 jours. Pendant 40 jours, quand la grève de la faim, si on ne mange pas, au bout d'un moment, le cerveau produit de la bile, produit les enzymes nécessaires pour bouffer les tissus internes de l'estomac. Donc on commence à se manger soi-même. Quand on a fini avec le... Et il y a certaines personnes, c'est pas la peine qu'ils fassent... On a les mêmes symptômes sans même faire un jour de grève de la faim. Donc le cerveau a déclenché le process de faire diluer ses propres muqueuses là-dedans. Donc après, c'est... Il y en a qui ont... ouais. Il y en a qui ont déjà bouffé leur cerveau de l'intérieur. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, ça fait 1h30 qu'on a commencé. Alors, aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous. Si vous voulez lire la thèse de professeur Majid Boutmar, vous allez la trouver sur le site officiel de... comment ça s'appelle? Le site officiel de l'Agence mondiale de l'énergie atomique. Vous allez la voir en PDF, vous allez voir ces travaux. Oui, ces travaux. Et je voulais faire un peu de réclame, un peu de pub pour cet excellent livre de Dahman Mazed, Dahman Athalien, notre ami. Et c'est le vocabulaire de physique moderne en langue kabyle. Mawal, Mawal physique. C'est une immensité dans son domaine. Il travaille à l'élaboration de l'EPR2, la dernière génération d'EPR. Et un jour, on aura l'occasion de l'inviter pour qu'il nous parle de ses travaux et surtout de ses travaux de traduction et d'adaptation. Je crois qu'on a fait le tour. Merci professeur de votre venue. Merci.